Madame, Messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour le compte de ce magazine Rendez-vous du soir. C'est votre magazine d'actualité qui vous met au parfum de l'actualité. Alors, un seul sujet a retenu notre attention, c'est cette journée qui a été décrétée fériée sur toute l'étendue du territoire national. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que le chef de l'État a voulu honorer le combat des Simon Kimbangu et c'est une journée de la conscience africaine. Alors, sur ces plateaux, nous avons un invité qui est panafricaniste. Il s'agit de monsieur Norbert Yamba, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Voilà. Merci pour l'invitation. Merci, bonne fête déjà parce que au moins votre lutte commence à produire des effets escomptés. Merci bien madame parce que vous savez la question de la date du 6 avril, c'est une question qui date depuis les années 70. 70, ok. Où, le maréchal était encore président, Mobutu d'ailleurs, et que à l'époque, le chef spirituel, c'était Papa Diangenda Joseph, qui avait déjà demandé à ce que l'on puisse proclamer cette journée fériée et payée. Et depuis tous ces temps, ça n'a jamais eu lieu. Et voilà, aujourd'hui, bravo à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui visiblement a pris en considération toutes les demandes croisées parce que nous, de notre côté, à la date du 5 avril 2021, nous avons fait une déclaration en tant que panafricaniste pour que l'on puisse véritablement honorer le patriarche Fumon Kimbangu. Et les 6, le président de la République invité à Kamba avait pris l'option d'honorer n'est-ce pas, Fumon Kimbangu, mais les choses ont traîné un peu parce qu'il fallait que la procédure soit respectée et c'était donc l'Assemblée nationale et le Sénat qui devraient finalement concrétiser cela. Voilà, aujourd'hui, chose est faite, coup de chapeau, monsieur le Président, vous n'imaginez pas l'acte que vous venez de poser. C'est un acte qui est applaudi par tous les ancêtres divinisés qui se trouvent dans le village des ancêtres méritants. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est le début du commencement. Au moins aujourd'hui, on peut dire que voilà, on a posé un premier pas. Et le premier pas a toujours été le plus long. Encore qu'il faut véritablement encadrer les choses. Il faut vraiment qu'ensemble, on se concerte et qu'on lève des grandes options pour que nous sachions comment le faire. Parce que hier, on était dans une logique occidentale. Aujourd'hui, on revient dans une logique africaine. Alors maintenant, les Africains doivent donner un contenu pour qu'on puisse véritablement réussir les paris. D'accord. Il reste à savoir qu'est-ce que le panafricanisme va faire en RDC. Alors, on va suivre d'abord cet élément. On s'étend vers la régie pour suivre cet élément et on se retrouve tout juste après. Louer les combats des Kimbangu et la conscience africaine, dorénavant cette date a été décrétée journée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Très ému de cette décision, le fidèle de l'église kimbanguiste remercie le chef de l'État Félix Tshisekedi quant à ce. Parce que l'État congolais reconnaître qu'honorer Papa Simon Kimbangu na souffrance ya monaki durant 30 ans de prison, ba torture ndenga zwaki, donc impression na biswe à Malam, to remercier chef de l'État. En tout cas, président de la République, to jeto rien que ba flair. Ou melana yo Fati Béton, merci pour tout. Malgré que batu baloba ki Papa Simon Kimbangu asala ni na mboka oyo, biso to yebi Papa Simon Kimbangu asala belé, Papa Simon Kimbangu a été torturé pour na mboka oyo. Yango to sengi merci na chef de l'État. Merci pour la journée oyo botiango férié. Merci. À titre de rappel, cette décision a été prise par ordonnance présidentielle le lundi 3 avril 2023. Voilà, le 6 février, désormais, sera une journée fériée en RDC. Monsieur Norbert Yamba, pouvons-nous savoir qui était Simon Kimbangu, selon vous? Merci beaucoup, Simon Kimbangu. Je ne suis pas tellement spécialiste sur la personne, mais comme panafricaniste, je connais les acteurs majeurs et qui ont pratiquement parcouru, parsemé l'histoire panafricaine dans notre continent. Simon Kimbangu, c'est quelqu'un qui est né ici dans le Congo central, et qui a travaillé, je ne sais pas comme diacre,
chez les protestants et qui, visiblement, a rencontré l'être suprême, hein, d'après ce qu'on nous dit. Il est né dans les années 1800. Il y en a ceux qui disent 1881, oui. Il y en a ceux qui confirment que c'est à 1889. Et donc, il est resté effectivement prêcher ce qu'on lui demandait de faire par les missionnaires. Mais un certain mercredi 6 avril, il s'est mis debout, il a été connecté avec les esprits. C'est le jour qu'il va commencer ses œuvres. Bien entendu. Le 6 avril. Le 6 avril. Oui. Il a été connecté à certains esprits puissants, bienveillants. Et voilà, il a commencé son travail jusqu'à guérir de malades. Il n'a pas eu beaucoup de temps. C'était l'esprit des dieux, l'esprit des ancêtres. Bon, voilà. Dieu, c'est l'ancêtre des ancêtres. Il n'y a pas d'ancêtre sans Dieu. C'est lui le créateur, non? Il a créé les hommes, ces hommes, les femmes ont créé, on pondit les autres, etc. Ça part de génération en génération. Donc c'est l'ancêtre des ancêtres. C'est l'ancêtre des ancêtres. Donc c'est le même esprit. Alors c'est l'esprit de Dieu qu'il a incarné et qui, visiblement, manifestement, a permis de faire des miracles. Et alors maintenant, on ne lui a pas donné beaucoup de temps. Comme les Blancs ne voulaient pas avoir des hommes et des femmes ici chez nous qui peuvent dire le contraire de ce qu'ils pensaient, ils croyaient qu'ils pouvaient rébeller les gens. Et voilà, il n'a eu que 2 à 3 mois. Il a été arrêté, jugé et puni, condamné à mort. Okay. Et après, sa peine a été commuée à une peine de servitude pénale, donc en perpétuité. Voilà. Okay. Et c'est comme ça qu'il est décédé en 1951. Il a fait 30 ans en prison. Et son travail a commencé en 1921. Et donc, Simon Kimbangu, c'est l'un des prophètes qui a beaucoup, j'allais dire, qui a beaucoup inspiré. Il a beaucoup prédit. Hein? Il a beaucoup inspiré les Noirs à travers le monde, parce que lui disait qu'un jour viendra où les Noirs deviendront blancs et les blancs deviendront de Noirs. Okay. C'est un combattant de la liberté, Simon Kimbangu. Il a mené non seulement la lutte spirituelle, mais aussi la lutte politique et économique. Donc, Simon Kimbangu, c'est un prophète sans égaler. La plupart des prophètes que nous avons ici, pour la plupart, sont des charlatans, etc., qui sont ici des églises importées. Parce que toutes ces églises de réveil ici sont des églises importées, dites révélées, dont on ne connaît pas le Dieu, dont on ne connaît pas l'ancêtre, etc. Et voilà, donc Kimbangu est resté le prophète de prédilection, c'est-à-dire la manifestation de Dieu à un certain moment, parce que Dieu, comme vous le voyez là, nous a créés différemment, mais il donne à chaque peuple la puissance, la lucidité, la capacité de bien maîtriser son environnement. Et il envoie des hommes et des femmes à une certaine période pour montrer sa puissance. Et la puissance de Dieu est évaluée par la puissance qui est caractérisée par des hommes qui sont avec nous, qui deviennent des divinités. C'est très important. Et donc, à un certain moment, Jésus est né. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la religion catholique, donc, Jésus et les prophètes de blanc, c'est ça ce que vous voulez dire? Allah et le Mahomet pour les Arabes. Et voilà, chez nous ici, c'est Fumu Kimbangu. Mais écoutez, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il ne faut pas croire que quand quelqu'un est envoyé, et il reste définitivement un nom. À chaque période, on peut avoir quelqu'un qui vient avec la manifestation de Dieu. Donc après Kimbangu, il y aura encore un autre prophète qui va apparaître pour sauver encore les Africains. Il n'y a pas que des prophètes.
il y a déjà des prophètes sur le plan politique, il y a des prophètes sur le plan religieux, il y a des prophètes sur le plan économique. Des gens que Dieu donne une grande capacité de compréhension, d'un éclairage que beaucoup d'autres n'en ont pas. Et qui disent, voilà la voie, voilà en 200 ans ce que sera la situation dans notre pays ou dans notre continent. Et lui donne l'éclairage. Et Simon Kimbangu est venu, avant lui c'était Kipamvita. Vous voyez. Et donc, et puis après lui, on a vu les gens comme Patrice Lumumba, etc., sur le plan politique. Donc, je ne dis pas que comme ils sont venus, les autres ne vont pas venir. À chaque problème, à chaque époque, Dieu se manifeste à travers des hommes et des femmes. Nous avons vu sur le plan politique, quelqu'un comme Tshisekedi, après Lumumba, ici, tout le monde a crié à lui. Quelle est cette capacité de lucidité, cette immensité d'intelligence, que quelqu'un puisse véritablement brandir sur la place publique et se faire respecter. C'est cela. Donc, certainement qu'on a eu Mfumu Kimbangu, il a fait ce qu'il a fait parce que c'était à l'époque où la colonisation véritablement commençait. Mais il nous a dit que nous devions avoir besoin de la liberté au moment où il n'a pas été à l'école pour dire que voilà, sur base de l'école, il a été informé de ceci ou de cela, mais quelqu'un qui a reçu mission des ancêtres. Et voilà, il a agi. Alors, nous avons beaucoup de défis aujourd'hui. La pauvreté. 90% des Noirs à travers le monde sont des pauvres. C'est un défi important qui n'est pas simplement la prédication, mais qui nécessite une intelligence intelligente pour nous sortir véritablement de ce bourbier. C'est que très clairement, nous pouvons avoir quelqu'un qui nous apporte un éclairage pour nous sortir de cette situation. Et cette personne-là, c'est qui? Non, mais juste à preuve du contraire, ça viendra. On le remarquera au fil du temps. Ça peut ne pas venir ce siècle, ça peut venir un autre siècle, etc. Mais nous pensons que, sincèrement, ce défi reste pendant. Ok. Alors, vous parlez de Simon Kimbangu comme un prophète. Moi, j'aimerais bien savoir quelles sont les idées phares. Parce qu'aujourd'hui, il est honoré par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. On a reconnu quand même son combat. Alors, quelles sont les idées phares pour reconnaître ou bien pour mémoriser ces idéologies? Bon, les idées phares de Simon Kimbangu sont reprises dans le livre vert qui a été écrit par Papa Joseph Diangué Nakoutima. Et Papa Diangué lui-même a insisté plusieurs fois sur le fait que l'héritage, j'allais dire le testament kimbanguiste, est fondé sur 3 choses. Ok, allez-y. La première, c'est l'amour, la solidarité, la fraternité. Ça, c'est la première composante. La deuxième, elle porte sur les lois. Le respect des lois, le respect des normes, le respect des principes pour régenter la société, pour maintenir l'ordre social. Et la troisième composante porte sur le travail. Le travail comme source de revenus, le travail comme l'outil du bonheur, l'outil de l'épanouissement, etc. Et donc, alors, ce qui concerne la solidarité ou la fraternité, l'amour, ce qu'on appelle à Lingala, bolingo, reste un défi. Combien de fois nous sommes entretués? Combien de fois nous ne nous entendons pas? Combien de fois nous nous divisons? Combien de fois nous ne connaissons pas l'intérêt général? Et on privilégie parfois des intérêts individuels, etc. Plus grave encore, vous voyez l'Église, son Église est même divisée. Les mêmes filles, les mêmes fils biologiques, compagnie, etc., sont divisés. Heureusement qu'ils continuent à maintenir la doctrine, mais ça ne donne pas bonne image. Et donc, ça constitue pour tous un défi. À relever, oui. Un défi à relever. Oui. Tandis que les lois, regardez combien de fois, même dans nos petites familles, les normes, le droit d'aînesse, les lois qui ont été établies, y compris même par le gouvernement, est-ce qu'on les respecte? Alors comment pouvez-vous vous poser la question de voir la société ne pas suffisamment avancer? Et le travail. Est-ce que les gens veulent travailler? Aujourd'hui, la tendance générale, c'est de faire la politique parce que c'est là qu'il y a les raccourcis.
La course au pouvoir, oui. Les raccourcis, parce que c'est facile d'avoir 21 ou 22 000 $, etc. Et c'est tout le monde qui devenir un jour député, oui. Qui veut devenir sénateur, député, provinciaux, nationaux, etc. Voilà. Donc, on est dans cette situation-là. Et les travail. Qui vont faire le champ? Qui vont enseigner? Qui vont travailler les maçons, les menuisiers et compagnie? On est en train de minimiser ça. Et même ces écoles professionnelles n'existent même plus. Tu vois? Et donc, ça devient très Et il n'y a pas que ce travail ordinaire. Il y a un travail scientifique à faire. Quand il dit l'homme noir sera comme l'homme blanc. C'est à quel niveau? L'homme blanc est devenu ce qu'il est à cause des recherches scientifiques, des découvertes scientifiques. Qu'est-ce que nous faisons? Quelles sont nos découvertes? Quel est le niveau et la qualité de nos recherches? Où sont nos technologies? Où sont nos industries? Dieu nous a dotés, par exemple, de ressources. On a le nobium pour fabriquer des fusées. On a le coltan pour fabriquer des batteries électriques. On a des téléphones, pardon. J'allais parler de cobalt, etc., de lithium. Tous ces minéraux stratégiques qui deviennent très utiles pendant cette transition énergétique. Eh bien, on en fait quoi? On ne connaît pas, on n'a pas de formules, on n'a pas de technologie, on n'a pas des industries de transformation, et nous restons dans la pauvreté. Il n'y a que les autres qui viennent, qui prennent justement... Les autres, ce sont les Occidentaux, vous parlez les Occidentaux. Et c'est là justement que je m'adresse à toutes ces églises noires, autochtones, traditionnelles, qui se réclament de Simon Kimbangu, de se remettre en question. De se mettre ensemble aussi, oui. La plupart sont venus pour résister face aux églises qui sont venues de l'extérieur. Et alors, si c'est un courant de résistance, alors vous apportez quoi? Quel est le produit? Aujourd'hui, nous parlons de Papa Simon Kimbangu. Voilà. On a la date du 6 avril. Nous allons fêter, nous allons danser. Et après, et les pauvres vont continuer. C'est ça. Alors maintenant, il faut profiter de ce que Papa Simon a dit et de réfléchir pour qu'ensemble, nous puissions véritablement sortir des alternatives qui nous permettent de changer notre société. Alors, parce qu'on a, regardez aujourd'hui, ça fait 6 siècles que l'Église importée, dite et révélée, sont venues. La filière abrahamique, vous avez les chrétiens, le christianisme, l'islam, le judaïsme, etc. Ça fait 6 siècles. Et qui se sont imposés. Hein? Alors maintenant, ils sont partout à travers le pays. Et alors, le résultat, on est dans la pauvreté. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises de réveil. Chaque rue peut avoir au moins 4 paroisses ou églises, etc. Mais on en fait quoi? Les pasteurs sont loin supérieurs au nombre de médecins. Les pasteurs sont loin, les diacres sont loin supérieurs au nombre d'ingénieurs et compagnie. Et regardez la pauvreté. C'est peut-être sa famille et lui-même, etc. Voilà. Donc, nous avons des défis, hein, surtout les kimbanguistes. C'est bon de chanter, c'est bon de danser. Mais est-ce que Papa Simon est venu nous libérer? Oui, il est venu nous libérer. Il aurait souhaité la liberté. Et alors, et quelle liberté dans une prison? Parce qu'en réalité, lorsque vous dites on est libéré, il nous a libérés vis-à-vis de l'homme blanc. Ok, mais l'homme blanc continue jusqu'aujourd'hui à nous dominer. L'homme blanc continue à utiliser nos richesses. L'homme blanc continue à nous diviser. L'homme blanc continue à nous spolier, à nous piller et compagnie. Alors, est-ce que nous ne pouvons pas partir des héritages de Papa Simon pour que nous puissions réformuler cela, pour que cela ne puisse servir de chiens de chasse qui nous amènent de gibier? Et cette thèse, j'allais dire, ce débat n'est pas de mise. Ce débat n'est pas encore opérationnel. Et c'est aujourd'hui plus que jamais, dès que le président de la République vient de reconnaître cette date, j'ai entendu certains amis qui sont à Atlanta aux États-Unis, et aussi ils ont fêté, dans les Caraïbes, ils ont fêté, etc. Ils ont fêté pour cette date? Pour cette date. Parce qu'on a reconnu l'un des prophètes de prédilection pour la race noire.
Et c'est lui, après Toussaint l'ouverture en Haïti, avec la victoire des Saint-Domingue, etc., après William D. Boyce, après Marcus Garvey aux Amériques, etc. Mais écoute, Kimbangu est devenu le partenaire par excellence de tous ces panafricanistes qui se sont révélés à travers le monde. Alors maintenant, qu'est-ce que nous pouvons profiter de ces idées pour que nous puissions sortir véritablement de cette situation? Allons-nous continuer à avoir une journée fériée, effectivement, qui va... qui servira peut-être à rien dans le futur. Qui servira à rien. Mais il faut qu'on réfléchisse. Au lieu qu'on danse, il faut qu'on réfléchisse. Mutandis, même pour toutes les autres églises autochtones. On est venu pour résister. On est venu pour construire la dynamique à la vraie liberté. Et alors maintenant, et après, nous avons la reconnaissance officielle. Et nous faisons quoi? On nous propose quoi? On nous propose quoi? Et là, on a besoin véritablement que toutes ces églises autochtones se mettent ensemble et réfléchissent pour nous donner une alternative. Encore qu'elles ne doivent pas réfléchir seules. Il faut aussi impliquer les chefs coutumiers, etc. Tous ceux qui sont dépositaires de l'esprit de Dieu et qui ont les secrets de nos valeurs culturelles. D'accord. Mais qu'est-ce que moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que le panafricanisme peut apporter? Prenons l'exemple de la RDC, en RDC, parce que la République démocratique du Congo est déjà dominée par les œuvres des Occidentaux. Bon, excusez-moi, monsieur Lambert Yamba, beaucoup plus quand vous parlez de l'Afrique noire, vous parlez de la coutume, on voit beaucoup plus les Congolais, la coutume, beaucoup plus plongés dans la sorcellerie et qui est un art de freinage, mais qui ne construit pas, contrairement à la magie des Blancs qui construit, qui évolue, tout ça. Alors, qu'est-ce que le panafricanisme peut apporter depuis son RDC? Les panafricanistes ont d'abord réfléchi, et je voudrais saluer ici le professeur Bompassan, qui est un savant camerounais, qui a fait une étude très approfondie pour savoir les raisons raisonnantes de notre échec par rapport à la dynamique de notre société. Et les raisons qui ont été données, elles sont trois. La première, c'est d'abord la religion, qui fait que toutes nos coutumes, tous nos héritages traditionnels soient considérés comme une sorcellerie. C'est la religion importée. Or, la religion... C'est une religion qui vous a accusé. Mais en réalité, c'est ce qui s'est fait, non? Bien entendu, mais la religion est une affaire humaine. Quand vous posez la question dans l'histoire des catholiques, on va vous dire que les catholiques, cette religion est née à telle date, etc. Ce sont des hommes et des femmes qui se sont rassemblés et qui ont estimé qu'il existe un être suprême. Il faut croire en lui, il faut être en connexion en lui et créons notre religion, mettons en place des dogmes, mettons en place des pratiques, etc. Donc ce n'est pas Dieu, ce n'est pas une dictée surnaturelle. Et donc ces religions, quand elles sont venues, vous avez la filière abrahamique, vous avez le christianisme et l'islam, etc. Ils sont arrivés chez nous. Ils ont même idéologisé la Bible, parce que dans la Bible, on va vous dire, écoutez, errés sont qu'est-ce qu'il dirait? Les pauvres. Errés sont les pauvres qui ont accès au royaume des cieux, quelque chose comme ça. Alors maintenant, nous, on doit accepter à la place, vous dites quoi, là? En attendant le royaume des cieux dont on ne connaît pas où ça se trouve. On dit les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit. Oui, mais pas physiquement quand même. Non, en tout pour tout. C'est l'esprit qui commande, non? Quand on est pauvre en esprit, on est plus pauvre que... Là, vous pensez qu'on s'attaque directement au noir? Eh bien, voilà, c'est le noir. Mais c'est ça la prédication, non? Moi, nous, quand on était jeunes, on nous disait ça. Que faites attention, il ne faut pas devenir riche, sinon vous risquez d'aller dans l'enfer. Entre-temps, les prêtres lui-même vivaient très bien, etc. Tout ça. Vous voyez? Alors maintenant, et comme ils nous ont très mal fait, ils nous ont beaucoup tués, ils ont beaucoup déportés, ils ont beaucoup pillé. Il dit non, quand on te frappe sur cette gauche, il faut donner l'autre joue. Il faut pardonner 77 fois 7, tout simplement parce qu'ils savent qu'ils nous ont fait des choses et il faut pardonner, compagnie, etc. Et on nous fait endormir sur cette lancée au moment vous savez, l'Israël qui est censé être le peuple élu de Dieu, etc. Tue chaque jour avec les Palestiniens, compagnie, etc. Oui, donc voilà, on nous a amené un message qui a un décalage par rapport à ce qu'ils font et c'est ce qui a révolté Lumumba. Donc, la religion est à la base de notre situation d'aujourd'hui où on nous a fait endormir et qu'à répondre à une logique
de trinité coloniale, c'est-à-dire la religion a participé à la colonisation. Et vous avez le système éducatif avec ce système qui, visiblement, nous enseigne que ce qui vient de l'extérieur, nous amène que les livres de l'extérieur, nous amène le contenu, les programmes de l'extérieur, etc. Mais peut-être que parce que l'intérieur n'a rien à donner, c'est ça aussi. Toutes les performances réalisées par nos ancêtres au fil du temps de l'histoire, etc., ne sont pas connues de nos enfants, etc. Comment pouvez-vous imaginer que nous avons dans nos villages des hommes et des femmes qui connaissent les secrets de la superbe végétation pour guérir des maladies. Alors, la diversité de maladies. Mais ces plantes ne sont pas connues à l'université, même en médecine. Mais rien ne nous empêche. Ce qui vient de l'extérieur. Mais rien ne nous empêche de mettre ça en valeur. C'est ça aussi le problème. Nous avons aussi une part de responsabilité. Non, nous n'avons pas une part de responsabilité, mais on nous a fait endormir pour nous dire que ce qui a Mais puisque vous avez reconnu que vous étiez endormi et vous êtes réveillé, mais il faut faire quelque chose maintenant. C'est ce que nous sommes en train de faire. Moi, je viens de construire un bâtiment où je vais mettre en place une clinique mixte où j'appelle les médecins, les guérisseurs traditionnels très bien. Et les médecins modernes. On va mettre de laboratoires, etc. Et les médecins traditionnels, ils ont les guérisseurs, bien entendu. Ils connaissent nos plantes. Et les médecins modernes connaissent comment on fait une recherche pour faire une synthèse et générer un produit. Avec des doses bien prescrites, Bien entendu. Et ça, on veut tenter cette recherche-action. Certainement qu'on n'a pas suffisamment de moyens, sinon on aurait commencé. Mais les bâtiments sont là. J'ai élaboré un projet en bonne et due forme. Je pourrais d'ailleurs présenter au gouvernement de la République si on peut tenter cet échantillon. Donc, nous avons besoin de revisiter en fait les choses de telle sorte que nous puissions nous en sortir et qu'on mette ça dans nos programmes. Il est anormal. Les pygmées sont réputés des hommes et des femmes qui ont de grandes capacités de la connaissance de nos forêts. Mais qu'est-ce qui explique que ces pygmées-là, au lieu d'être professeurs à la faculté de médecine, ils ne peuvent pas. Et alors maintenant, on apprend simplement ce qui vient de l'extérieur. Quand une maladie qui n'est pas dans la nomenclature de ce qui a été enseigné à l'école, et donc nos médecins, nos pharmaciens sont incapables de comprendre quoi que ce soit. Et alors maintenant, chez nos ancêtres, quand une maladie arrive, il y a quelqu'un qui est téléguidé, on lui dit, allez tel endroit, vous allez voir telle feuille, quand vous utilisez, la maladie guérit. Voilà, nous voulons que nous ayons des médecins qui ont la théorie, bien entendu, la pratique, mais aussi la spiritualité. Et c'est ce qui nous manque. Aujourd'hui, nous sommes dans des universités, dans des écoles où on nous apprend seulement la théorie et la pratique, non le spirituel. Quand vous allez dans des grandes universités comme Harvard, aux États-Unis, Oxford, Columbia, etc., toutes ces grandes universités, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis, compagnie, etc., il y a 3 composantes. La composante théorique, la composante pratique et la composante spirituelle. C'est comme ça que dans des universités, je vois même à l'université libre de Bruxelles, la maçonnerie, la franc-maçonnerie, et c'est à ciel ouvert. C'est à ciel ouvert, c'est en public, cette spiritualité donne le génie, inspire la personne d'être en connexion avec l'invisible. Et il s'approvisionne même de formules, de technologies qui permettent véritablement à la société de fonctionner. Ça, ce n'est pas chez nous. C'est comme ça que vous voyez, même quand on a des chercheurs, même quand on a des hommes et des femmes qui ont beaucoup étudié, ils sont incapables même de créer, d'inventer ou de créer même la cure aussi, tu vois. Et donc, nous avons... Il faut toujours importer. Il faut toujours importer. Tout est importé en dehors des Français. Donc, on ne parle que les Français et en dehors des Français, rien. Et nous voulons que le système éducatif change, qu'il y ait de grandes réformes. Il faut terminer également avec le système politique. Le système politique, regardez la démocratie. C'est un piège. Cette démocratie ne va jamais nous amener. Nous avons des politologues, nous avons des juristes, nous avons des anthropologues, sociologues, compagnie, etc. On fait quoi avec cette démocratie? Ça nous a donné à quoi? Ça fait 62 ans. Aujourd'hui, regarde, tous ces politiques. Mais il faut changer même le système politique. Mais le système politique est fondamentalement importé. C'est un système importé, un piège. Il faut. Nos ancêtres ont vécu 300 000 ans, sans qu'aucune autre race, sans qu'aucun pays ne puisse exister à travers le monde. Mais ils avaient une organisation politique. Et à un moment donné, au XIIe siècle, au Moyen-Âge, nous avons eu ce qu'on a appelé la confédération des royautés. Nous avions des rois, nous avions des empereurs, etc. Pourquoi ne pas
profiter de cet héritage traditionnel pour monter. Donc, ça sera plus un pays, ce sera maintenant un royaume ou bien empire, c'est ça? Bien entendu, mais là, une confédération. On respecte les limitations, on respecte comment nous sommes organisés, mais on va générer. Mais il faut scientifiser ça. Il faut moderniser ça, il faut théoriser ça. Ça veut dire que pas à l'état d'animalité zéro, mais on part de ce que nos ancêtres ont vécu et on essaie de scientifiser ça. On essaie de rationaliser ça, on essaie de systématiser ça. Ça, on a besoin. Mais quand vous regardez toutes nos thèses qui sont produites dans nos universités, ne rivalisent à rien l'ordre international qui a été mis en place. Et pourtant, nous sommes dominés par cet ordre international. Or, on aurait pu avoir des thèses qui sont des antithèses, des thèses qui ont monté véritablement l'arsenal de domination dans notre société. Et ça, Kimbangu dit, misala, travailler, générer des alternatives. Travailler, c'est pas seulement aller au champ. Travailler, c'est réfléchir, produire des grandes idées, des alternatives, des pièces de rechange, des recettes innovantes pour permettre à la société de respirer et d'être oxygénée. Voilà. Alors, monsieur Yamba, vous allez donner quelques pistes de solutions parce que nous sommes arrivés presque à la fin de notre intervention. Qu'est-ce que le panafricanisme peut apporter comme avantage pour les Congolais? Eh bien, le panafricanisme, c'est les valeurs. Un arbre, fit-il un baobab, sans racines, il tombe. Nous sommes tombés parce que nous n'avons plus de racines. Nous n'avons plus de fondations. Senghor disait que nous devons aller à la rencontre, des autres. Mais nous devons avoir un enracinement. Et M. Césaire dit, nous devons travailler avec les autres dans un rendez-vous de donner et de recevoir. Mais il faut avoir notre particularisme. Aujourd'hui, il y a un ordre international. Et cet ordre international doit être redéfini. Mais pour être redéfini, nous devons avoir notre propre fondation. Nous devons apporter quelque chose. Nous apportons quoi? Donc, nous sommes ce que les autres vous auraient souhaité que nous soyons, pas ce que nous aurons souhaité que nous soyons. Donc, je suis très désolé, le panafricanisme va nous aider à mettre en valeur tous les héritages traditionnels et les scientifiser, les moderniser, les théoriser pour que cela soit considéré comme une chaîne de chasse qui nous amène du gibier. Il faut domestiquer cela. Il faut beaucoup travailler. Et ça, il faut que ça remonte au niveau des institutions de la République. Il faut que ça construise une unité politique africaine parce que nous étions un seul État. Et bon, un État continent qui a été divisé et saucissonné sur bas d'une carte mal dessinée par les Occidentaux à Berlin. Donc, nous avons besoin aujourd'hui, véritablement, qu'on puisse avoir un État, un seul interlocuteur. Et alors, à ce moment-là, nous créons notre propre monnaie, nous créons notre propre passeport, nous mettons en route. On a encore du pain sur la planche. Hein. Non, mais on peut y arriver. On peut y arriver. Écoutez, le colonel ça peut prendre des décennies. Oui, bien entendu, mais écoute, l'Occident, la France aujourd'hui, ça a commencé par lui, la monarchie absolue, et puis finalement, c'est Robespierre qui arrive, Napoléon, aujourd'hui, Première République, Deuxième, Troisième, Quatrième et Cinquième République. Même cette République est essoufflée, démolie aujourd'hui. On est à la recherche d'une autre forme de République. Donc, toutes les différentes contradictions seront comptabilisées et on va générer véritablement un système qui correspondrait à nos réalités. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en inadéquation entre ce que nous utilisons comme système politique et les réalités qui sont les nôtres. Il n'y a pas cohérence mathématique entre ce que nous disons, ce que nous faisons avec les réalités qui sont les nôtres. C'est comme ça qu'il y a court-circuit. Alors maintenant, il faut que tous ces intellectuels, vous les journalistes, vous deveniez aussi des panafricanistes, aimez votre continent. C'est une invitation. Vous allez abandonner vos perruques, vous allez abandonner vos ongles. On sera maintenant naturel, retour à l'authenticité. Et alors maintenant, nous pouvons apporter ça comme produit à l'échelle internationale dans la redéfinition de l'ordre international. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que nous sommes ce que les autres voudraient que nous soyons, parce que nous devions réellement être. Merci beaucoup. Merci, monsieur Norbert Yamba d'avoir éclairer la lanterne du public à ces sujets. Merci en tout cas. Je termine par dire que Cheikh Anta Diop sont des gens qui ont beaucoup lu, qui ont beaucoup réfléchi sur Kimbangu et ils nous ont dit qu'à la longue, il faudrait un congrès
africain où l'on retrouvera tous ce mouvement de résistance, tous ces intellectuels. Ensemble, nous devons dire quel devrait être notre système politique, quel devrait être notre système sanitaire, quel devrait être notre système religieux, quel devrait être notre système économique ou politique compagnie. Et si on arrive à faire ces congrès, encore qu'il y ait des chefs d'État, des régimes qui croient aux valeurs africaines et qui travaillent dans la perspective de pouvoir faire réunir l'unité politique africaine. Ok. Merci beaucoup. Nous allons suivre cette fois-ci, Madame, Messieurs, la réaction du professeur Kambayi Bouacha, qui est aussi historien de mentalité. Il est temps pour moi de libérer mon invité, mon premier invité, qui est Monsieur Norbert Yamba. C'est un panafricaniste. Vous l'avez suivi, vous avez suivi ses idées. Retour à l'authenticité pour la République démocratique du Congo pour qu'il y ait évolution dans tous les sens. On se retrouve tout de suite. L'histoire de Simon Kimbangu, de son impact, de sa théorie mieux, de son idéologie mieux, de sa façon d'être leader de la conscience congolaise, en particulier africaine en général, n'est pas connue. Nous chantons, rechantons, mémorisons tel leader en France qui a amené les Français et les Européens à la Révolution française, tel leader en Amérique qui a libéré l'Amérique, tel leader en Angleterre. Nous chantons, nous parlons de Mandela. Chaque histoire a son héros. Et cet héros est à l'origine du mouvement de prise de conscience. Ici, bien sûr, nous chantons les héros, bien sûr, mais on ne va jamais en profondeur. On parle de perdre l'indépendance, mais on n'est pas allé loin. On n'est pas allé loin, madame. Mieux que perdre l'indépendance. Mais l'indépendance, c'est la fille de la liberté. Donc, on peut appeler cela père de la revendication de la liberté, car l'homme est homme que quand il se sent libre. Donc, avant Lumumba, chantons Simon Kimbangu. Ceci est très important. Sauf quelque part dans des thèses, dans des gros bouquins, chez les intellectuels, soit dans le Bas-Congo. L'histoire de Simon Kimbangu, de son impact, de sa théorie mieux. Merci beaucoup, Rigan Bala. Vous avez suivi, Madame, Messieurs, l'intervention du professeur Kambayi Bouacha, qui est historien de mentalité. Il a dit que Simon Kimbangu, c'est un précurseur dans la lutte pour l'indépendance de la RDC. Il avait prédit, il avait tenu face aux Blancs pour que la RDC soit aujourd'hui indépendante. Alors, aujourd'hui, nous allons encore recevoir notre invité. Il s'agit de M. Fanfan Massiontima. C'est un politicien, cadre du BIREC. M. Fanfan, bienvenue. Merci. Comment vous allez? Ça va bien. La lutte continue. Hein? Oui. Cette journée est déclarée fériée sur toute l'étendue du territoire national. Quelle est votre lecture? D'abord, nous disons merci au chef de l'État parce que un peuple sans histoire est un peuple sans repère, est un peuple mort. Ok. Il faut à un moment reconstituer notre histoire. Oui. Et l'histoire est importante dans la conscience collective parce que l'histoire nous donne des ailes pour s'envoler. Ok. Pour comprendre que dans cette lutte de la libération de la race noire, du développement de l'homme noir, il y a eu des précurseurs. Ok. Ils doivent être honorés à juste titre. Ok. Et nous pensons que ce que le chef de l'État a fait, ce n'est que justice. Un homme qui a fait 30 ans de prison plus que Mandela, on n'en parle pas. Okay. C'est quand même dangereux. Pourquoi on a parlé de Mandela, mais pourquoi pas de Kimbangu? Parce qu'ils ont subi les tortures dans les mêmes conditions. Okay. Les oppresseurs, c'était toujours de blancs. Mais il faut comprendre à quelle époque. À l'époque où les gens ne pouvaient même pas oser contredire l'homme blanc.
à l'époque où l'esclavagisme était en vigueur. Vous ne pouvez rien contredire. Comment vous allez contredire l'homme blanc? C'était pratiquement impossible et impensable. Kimbangu n'a pas fréquenté les universités, Oui. mais il a été en avance par rapport à son époque pour chercher la justice. Et un homme comme ça, comment, depuis tout ce temps, on ne l'a pas reconnu? Donc il les mérite bien. Trop bien. Et ce n'est que justice. Ok. Parce que, finalement, les Congolais ne comprennent pas leur histoire. Ils ne comprennent pas ce que ce grand esprit a fait pour cette nation. Et c'est ce qui est dangereux. Même dans la conscience collective. Il faut reconstruire notre histoire. Ce pays a connu beaucoup d'hommes de qualité qui sont enfouis dans l'histoire. Et pourtant, pour émerger, nous avons besoin de notre histoire. Une histoire à nous. Notre combat à nous. Notre épopée à nous. Nous avons eu des hommes de valeur. Au-delà de Kimbangu, il y a eu Ndona Kimpavita, qui a aussi été martyrisée, la première femme, qui a dit non à l'occupation coloniale. Et ensuite, Simon Kimbangu. Comment voulez-vous qu'on ne puisse pas reconnaître une telle grandeur? Les gens attribuent souvent Simon Kimbangu à l'église kimbanguiste. Et pourtant, son combat... Et pour le Congo central, hein, donc Oui, un point ça, bien déterminé. C'est Oui. ça, Oui. c'est ça l'objectif de l'homme blanc, à réduire toujours l'histoire. Ah, toujours l'homme blanc. Oui, oui, parce que c'est ça la propagande de l'homme blanc. Oui. Aujourd'hui, quand vous voyez la guerre avec la Russie, vous voyez comment ils présentent la Russie. Un pays pauvre, un pays rien, mais qui est en train de les martyriser. C'est comme ça qu'ils ont voulu dépeindre notre histoire, afin que nous n'ayons pas d'histoire. Sarkozy est venu même nous insulter pour dire que l'homme africain n'est pas ancré dans l'histoire. Et tout ça, il faut corriger. C'est aux intellectuels congolais, aux intellectuels africains de réécrire leur histoire. Lumumba l'avait dit aussi. Notre histoire sera écrite par nos enfants. Aujourd'hui, bravo au chef de l'État, merci pour avoir écrit une nouvelle page. Pourquoi? Parce que des journées comme ça, c'est des journées où on va dédier des expositions autour de ces grands esprits. Il y aura des portes ouvertes autour de ces grands esprits. Kimbangu n'est pas seulement un patrimoine de l'église kimbanguiste, c'est un patrimoine national. Son combat n'a pas été un combat religieux, il a fait un combat politique. Quand il dit, vous aurez les blancs que vous voyez là, demain vous ne les verrez plus. Nous allons sortir de cette colonisation. C'était comme une prophétie. Là. Un message d'espoir, un message d'un leader. À cette époque, il n'y avait pas d'intellectuels. Il n'y avait pas de partis politiques. Mais il a eu ce courage-là. Voilà, parce que les gens, c'est dans les mouvements religieux qu'ils ont trouvé les refuges pour développer des idées politiques. Parce qu'il n'y avait pas de partis politiques. Et les églises de cette envergure devenaient une menace pour les colons. Comme il n'y avait pas... Les Nations Unies à accepter tout ce type d'esclavagisme, personne ne pouvait l'aider. Déjà, à 1919, il y avait déjà la guerre mondiale. Donc, il n'y avait pas de Nations Unies. Donc, vous comprenez un peu, c'était une époque sombre. Pas de Nations Unies. Parce que cette communauté, c'est vers 1945. De 1919 à 1945, vous comprenez? Il y a eu beaucoup de laisser-aller, beaucoup de sauvagerie. Personne ne pouvait venir vous aider. Il faut comprendre, il faut les prendre. Quand vous voulez comprendre la personne, il faut voir les contextes de son histoire. Par rapport à cette époque, être capable de lutter contre l'homme blanc, c'est à saluer. Parce que c'était une condamnation à mort. Donc, on ne parlait même pas de la dictature, c'était plus que la dictature. Parce que l'homme noir était chosifié. C'est comme un chien qui se rebelle à son maître. On pouvait facilement lui couper la tête. Quel courage. Quel courage. Quel courage. Kimbangu, c'est aussi le symbole du courage. Il a bravé. Est-ce que vous savez, même quand on les cherchait, il s'est rendu lui-même pour affronter sa peine. Mais parce qu'il était sûr il n'a pas été arrêté, mais il s'est rendu lui-même. Ça, c'est une force. Quel est ce monsieur? On peut le suivre ici, c'est un chef religieux. On fuit, ils se sont cachés. Mais Kimbangu s'est rendu. Donc, il était sûr de lui, sûr de son Dieu. Évidemment, il était sûr de son Dieu, sûr de l'idéologie qu'il incarnait. Vous savez, lorsque nous quittons les côtés politiques, parce qu'il l'était, parce qu'il faut prendre les contextes. C'était un politicien masqué. C'est-à-dire c'était un leader parce que les revendications, c'était des revendications sociales.
une dimension sociale. Il n'y a que des leaders politiques qui se battent pour ça. Il n'y a que la politique qui donne la liberté. Il n'y en a pas une autre. Vous comprenez? Oui. Il pouvait être un leader politique sans être politicien. Parce qu'il faut peut-être... Il ne faut pas les colorer avec la politique d'aujourd'hui. Mais vu de son contexte, c'était un leader. Okay. C'est comme les Gandhi. Il faut les voir à la dimension parfois des Gandhi. Mais lui, dans son contexte, il n'a pas fait de grandes écoles. Mais il était enseigné avec la sagesse d'en haut. Voilà. Okay. Preuve en est, ses descendants, notamment ses enfants, Papa Diangenda, Papa Charles Dialungana Kisolokele, les trois. Vous voyez tout ce qu'ils ont bâti comme église. Quelle est cette église qui peut se comparer aujourd'hui parmi les églises de réveil avec l'église kimbanguiste? Non. Mais si on parle des Occidentaux, on voit quand même l'église catholique. Hein. Oui, l'église catholique, c'est une église de millénaires. Mais Kimbangu, cette église est née sous Diangenda Kuntima. C'est celui qui a créé cette institution. Ce n'est pas Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu est le maître et l'idéologie qui est vendue. Bon, peut-être le mot peut paraître trop fort, mais c'est l'idéologie qui est donnée aux kimbanguistes. Mais c'est lui qui a été l'icône de la création des kimbanguistes dans sa forme actuelle, c'est Papa Diangenda. Un homme fort. Bâtir une église de telle ampleur et l'asseoir en RDC, en Angola, au Congo-Brazzaville, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ceux qui construisent des sociétés, ceux qui bâtissent les empires, peuvent reconnaître qu'en cette personne, il y a une dimension spirituelle de grande envergure. Mais il reste à savoir si ces idéologies sont perpétrées jusqu'à ce jour. C'est ça aussi le problème. C'est ça aussi la chance que nous avons, que le chef de l'État a mis en place cette journée fériée, afin de pouvoir nous remémorer des actions de ces grands leaders. Et lorsque nous voyons Simon Kimbangu, tout de suite nous voyons aussi sa famille. Nous voyons comment il a vécu. Nous voyons les combats qu'il a poussé à être emprisonné. Parce qu'il a parcouru pratiquement toutes les villes de la RDC. Et vous comprendrez, il a été Elisabethville, à l'époque, Kananga, tout ça, il a parcouru à Kisangani, dans sa prison. C'est-à-dire qu'il a mis tous ses pieds pratiquement dans toutes les provinces de la RDC. Et cette dimension mystique de Simon Kimbangu n'a pas été vendue par l'homme blanc. Pour cause, parce que l'homme blanc nous a apporté une religion, qui est la religion chrétienne. Il ne voulait pas une concurrence. Parce que la religion chrétienne n'a pas été donnée aux Africains pour notre salut. C'était pour nous dominer. Ah bon? Ah ben oui. Vous voyez, quand vous voyez des pays comme la Chine, ils n'acceptent pas parfois cette religion. Ils pensent que c'est l'inféodation. Et vous êtes intellectuel, renseignez-vous. Quand vous êtes, par exemple, en Russie, ils ont créé l'ère catholique, l'orthodoxe, parce qu'ils ne veulent pas être inféodés par les Romains. Donc, et nous, en RDC, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que chaque pays a sa religion. À qui croire? Nous, non, en on ne RDC, dit pas. Souvent, les religions, ce sont des espaces raciaux aussi. Parce que lorsque vous voyez le Japon, vous voyez tout de suite, ils ont leur religion, qui n'a rien à voir avec le christianisme. C'est le shintoïsme. C'est un peu les maïkari et consorts. Ce sont des dérivés japonais. Ça, c'est pour eux. Quand vous allez en Occident, c'est la chrétienté. C'est depuis des millénaires. Depuis l'an 300, avec Constantin. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le christianisme qui est en Europe. Et lorsque vous êtes chez les Arabes, c'est le musulman. C'est l'islam, qui est une religion. C'est depuis l'an 622. Nous avons étudié ça à l'école. Mais lorsque vous venez en Afrique, noire, parce que nous sommes des descendants, avec Kimbangu, nous descendons pratiquement de mêmes ancêtres. Et vous verrez que nous n'avons pas mis en valeur une religion. Parce qu'une religion découle aussi de la culture de tout un peuple. Et lorsqu'on n'a pas mis en place une religion, vous voyez que du point de vue idéologique, l'homme noir est en retard. Et quand vous circulez la RDC, les Congo-Brazza, les Tchad, vous sentez c'est le chaos, c'est le désordre, c'est la crasse. C'est des villes sales. Et vous voyez que les mentalités sont comme ça. Lorsque vous traversez les déserts, vous arrivez de l'autre côté des Arabes, la Tunisie, l'Égypte. C'est des villes structurées. Le Maroc. Ils ont une culture arabe. Entre-temps, l'islam transcende d'eux. C'est une vérité. Nous sommes des intellectuels, c'est vrai.
nous sommes aussi des chrétiens, mais l'intellectuel, les scientifiques, ne t'empêche pas de réfléchir. Réfléchir objectivement. Oui. C'est-à-dire, le développement, c'est aussi idéologique. C'est aussi une construction de la pensée. Et lorsque le chef de l'État prend les initiatives de lever des icônes comme Simon Kimbangu, c'est-à-dire le Congo va vers le chemin de son retour. Okay. Parce que l'histoire nous retourne vers l'origine. C'est là où nous comprendons, ce pays a eu des prophètes de cette envergure. Savez-vous que Kimbangu a ressuscité des morts? Mais on n'en parle pas. Oui, peut dire Jésus, quel est ce prophète qui a ressuscité des morts? Parce que c'est prouvé. Il y a des preuves. Et lui, c'est récent. Ce n'est pas une histoire de 2000 ans. C'est une histoire de moins d'un siècle. Donc, l'histoire les gens peuvent facilement raconter. Voilà, les gens peuvent faire des recherches scientifiques pour prouver. Face à une histoire qui a passé il y a 2000 ans. Okay. Il y a quand même... Kimbangu a guéri des malades. Ça, c'est vérifiable. Kimbangu a fait sortir de l'eau dans un arbre. Là où les gens avaient besoin d'eau, il a touché l'arbre, l'eau est sortie. Et il y a des gens qui témoignent, si vous y allez, vous voyez. Donc c'est un prophète des Noirs. Oui, c'est un... Vous savez, dans chaque race, on en voit toujours des gens d'une grande qualité qui viennent éclairer. Kimbangu, c'est un esprit. Et une telle puissance, dis-moi, depuis Kimbangu jusqu'à aujourd'hui, qui l'a fait? Ce n'est pas une mascarade. Et regardez l'église kimbanguiste que les gens peuvent négliger. Surtout, les Congolais, nous sommes plus dans les églises de réveil. Oui, beaucoup plus, oui. Voilà, mais l'église kimbanguiste qui nous domine, vous voyez un peu la mentalité. Ils ont construit des écoles. Avec leurs fonds propres, les Ntinsani. Ils ont construit des hôpitaux. Avec leurs fonds propres, les Ntinsani. Ils ont construit une Kamba. Avec leurs fonds propres. Ils sont en train de former des jeunes. Il y a des jeunes qui apprennent beaucoup de métiers dans l'église kimbanguiste. J'ai vu des jeunes infographes, tout ça qui ont appris à l'église, gratuitement. Mais c'est partout, même les Occidentaux le font, non? Dans les églises catholiques, ça existe. Les églises des réveils, ça existe aussi, les Occidentaux. Oui. Les Occidentaux ne sont pas des Congolais, ce sont des Noirs. Ils nous dominent. La main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Moi, je parle des Congolais. S'il faut comparer l'église kimbanguiste, il faut les comparer aux églises des réveils, qui sont dirigées par nos confrères noirs et des supports congolais. Mais l'évangile toujours vient de l'Occident, c'est ça le problème. Mais c'est ça. Parce que s'il faut rentrer dans l'authenticité, dans le panafricanisme, il faut mettre de côté même les églises de réveil. Non, le problème c'est quoi? Le domaine des fois, c'est un domaine très complexe. Mais nous avons une histoire à nous aussi, qu'il faut valoriser. Cela n'empêche pas un arabe d'être chrétien. Mais ça ne l'empêche pas de développer sa culture du point de vue arabe. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Nous, l'homme noir dit tout ce qui est de ses ancêtres est mauvais. C'est ça la bassesse. La coutume. Tout ce qui est coutume est mauvais. On vous dit, mais la coutume de l'homme blanc, ça c'est bon. Ça c'est moderne. C'est ça. Vous avez vu au Qatar, ils ont dit niet. Vous ne prenez pas la bière, pas d'homosexualité. Ils se sont imposés. Et ils ont été soutenus. Ça, c'est un peuple qui se respecte. Mais l'homme noir, tout ce qui vient de ses ancêtres est mauvais. Mais tout ce qui vient d'ailleurs, de l'Occident, c'est ça qu'il faut prendre. Nous sommes déjà colonisés. À partir de notre mental, nous sommes des esclaves. Il nous faut vraiment sortir. C'est comme ça. L'histoire de Kimbangu doit être bien écrite pour que les gens comprennent. Le Seigneur Jésus-Christ a ressuscité les morts. Kimbangu aussi l'a fait. Donc, au Congo, nous avons eu quelqu'un d'une telle dimension qui mérite ça. Parce que ça, il y a des témoins. C'est une histoire qui est conservée. Mais l'homme blanc ne le dira pas. Kimbangu a fait 30 ans de prison, plus que Mandela, mais on ne les vend pas. Parce que si on vend Kimbangu, on va découvrir ce qu'il a fait. Mais on nous vend Mandela parce que c'est par rapport à leur intérêt. Aujourd'hui, les prisonniers qui a fait la prison la plus longue, c'est Simon Kimbangu. Il faut qu'on change même l'histoire de l'Afrique. Et ça, il faut qu'on en parle même au Conseil, à l'IA. Parce qu'ils ne peuvent pas dire des mensonges. Parce qu'il y a une vérité. Il faut qu'on corrige ça. Les gens doivent les comprendre. Le Congo a toujours été mal vendu. Nous avons la chance d'avoir un pays extrêmement riche et aussi de ces pays sortis des hommes de grandes valeurs. Mais on a essayé de les diaboliser. Et à telle enseigne que nos propres enfants
n'arrivent même pas à les accepter. Ne connaissent pas l'histoire. Ne connaissent pas l'histoire. Okay, oui. On a déformé notre histoire. On a même déformé notre conception de la spiritualité. Parce que la spiritualité au Congo, tu sors dans un autre pays, tu es chez les Blancs, en Tunisie, tout ça, tu vois qu'ils ont une autre conception de la spiritualité. C'est comme ça que vous avez, quand quelqu'un voyage, quand il revient, il change de mentalité. Parce qu'il découvre que le monde n'est pas chez nous comme on le prétend chez nous. Le monde est beaucoup plus complexe. Vous comprenez? Donc c'est ça où nous devons non seulement valoriser Kimbangu, mais ça doit être comme une journée de l'homme noir. Célébration. La liberté. Il faut célébrer la liberté de l'homme noir. C'est ça, cette journée. D'accord. Alors, M. Fanfon Tima, en termes de conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs que vous suivez en ces moments par rapport à cette journée qui est décrétée fériée, une journée où on reconnaît la lutte de Simon Kimbangu. Qu'est-ce que les Congolais, nos jeunes, parce que là vous inspirez beaucoup de jeunes, peuvent retenir de cette histoire? Il faut que nos jeunes d'abord comprennent que c'est l'histoire qui construit le peuple. Ils doivent toujours vouloir fouiner dans l'histoire de ces peuples afin de découvrir la vérité. Parce que notre vérité se trouve dans notre histoire. On dit, si vous voulez connaître la vérité, il faut rentrer en vous. Mais dans le cadre de la nation, il faut voir l'histoire de votre pays. Lorsque vous analysez l'histoire de votre pays, vous avez maintenant la meilleure mémoire pour affronter l'avenir. D'habitude, quand moi, je vois par exemple le président Poutine, un grand président qui aujourd'hui est en train de mettre l'Occident en difficulté. Mais c'est un président qui a une mémoire historique de grande envergure. Et lorsqu'il vous parle, il ne parle que de l'histoire. Et les grands hommes sont dans l'histoire. Sans histoire, vous n'êtes rien. Même la science. Vous ne pouvez pas parler de la science sans parler de l'histoire scientifique de ces domaines. L'histoire reste le socle pour se projeter dans l'avenir. Alors, les jeunes Congolais doivent avoir un goût de l'histoire. Et nous voulons que les domaines de l'histoire, même au niveau des universités, soient aussi honorés. Actualisés aussi, oui. Oui, parce que j'ai toujours compris que même la nation ne donne pas beaucoup de moyens dans la recherche historique. Or, les grandes nations construisent leur histoire. L'histoire, on dit toujours l'histoire est écrite par le vainqueur. C'est-à-dire quoi? L'homme blanc qui nous a vaincus, il nous a donné son histoire à nous. Il nous a fait avaler une histoire qui n'est pas vraie. Il nous a tout avalé, la religion, nos ancêtres. Il nous a changé même d'ancêtres. Heureusement que vous allez vomir cela avec le panafricanisme. Vous comprenez? L'homme blanc l'a fait parce que c'est lui qui a gagné. Il a écrit l'histoire selon lui. Mais il est temps que les jeunes Congolais, les jeunes intellectuels rentrent dans le passé, fouinent, nous fassent des découvertes. Parce que l'histoire, c'est une science. Il y a des chercheurs. Et il faut mettre des moyens pour parcourir notre histoire, pour la réécrire. Cette journée devrait toujours dédier vraiment à la mémoire historique. Et lorsque nous parlons de telles journées, il faut qu'on déballe l'histoire. Derrière Simon Kimbangu, il y a eu ses disciples aussi. Il y a eu des gens qui ont été déportés à l'Est. Plus de 150 000. Donc il faut changer l'histoire. L'histoire même pour nos élèves, nos enfants qui étudient l'histoire dans des écoles primaires. Il faut changer, réactualiser. Il faut la réactualiser. Il faut que cette histoire soit adaptée à nos scientifiques. Qui doivent faire encore des recherches. Parce que si on vous dit à l'école que c'est Mandela qui a fait plus de temps, c'est une fausse histoire. Quand on parle de Jeanne d'Arc. Quand on parle de Jeanne d'Arc d'Afrique, déjà c'est une comparaison qui est fausse. Ça c'est pour vous acculturer. Il n'y a pas de Jeanne d'Arc. Il n'y en a pas. Il faut dire non à tout cela. Non. Kimpafita reste Kimpafita. Jeanne d'Arc, il a été traité de sorcière. On l'a voulu la brûler. L'histoire est tout autre. Mais Kimpafita a dit non blanc. Il n'y a pas des histoires. Et Kimpafita avait un enfant. Jeanne d'Arc n'avait pas d'enfant. On parle de Diego Cao. Il faut placer beaucoup plus... on nous prenne pour vraiment des cons. Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. En 1900. Donc nous, nos ancêtres qui étaient là, n'avaient pas vu ça. Vous voyez, l'histoire est racontée toujours dans la philosophie du vainqueur. Pas dans la philosophie du perdant. Il est temps, si nous voulons devenir des gagnants, nous devons changer toute notre histoire.
raconter selon nous. Et ça va faire un déclic dans la conscience collective. Merci beaucoup. Donc, on doit tout changer, tout réviser. Il faut réviser, pas changer. Réviser la Constitution, réviser l'histoire de la RDC. Nous sommes autour de l'histoire. Et je crois qu'on n'est pas dans la Constitution, mais c'est dans l'histoire d'abord. Parce que si vous avez une mémoire historique, même la Constitution, tout va découler de notre histoire. C'est l'histoire qui nous pose problème à l'Est aussi. Aujourd'hui, la guerre, les frontières, c'est l'histoire. Toujours l'histoire. L'histoire doit être enseignée. Il faut que les enfants comprennent l'histoire de ces pays, des tribus de ces pays, d'où nous sommes venus, comment nous avons peuplé. Avant d'aller sous d'autres cieux. Là. Voilà. Merci beaucoup, M. Fanfan Massion-Sima, d'avoir répondu à toutes nos questions. Bonne fête en tant que panafricaniste. Merci beaucoup. Voilà, madame, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Rendez-vous du soir. Aujourd'hui, on a parlé de cette journée, de cette célébration du 6 avril qui est désormais reconnue comme une journée fériée décrétée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a parlé de la lutte de Simon Kimbangu, qui est le précurseur dans la lutte pour l'indépendance de la RDC. Nous avons eu l'insigne honneur de recevoir pour vous M. Norbert Yamba, qui est un panafricaniste. Et ensuite, on a aussi reçu pour vous M. Fanfan Massion-Sima, qui est politicien panafricaniste aussi. Alors, je dis merci à l'équipe qui m'a accompagné ce soir. Merci à toi, Andrick Kapanzi. Merci à Ringenbala. Merci à toi, Rémi Mbouche-Tevoil, Lazik Makoukoula. Je t'ai pas oublié. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'oublie qui? Obed? Sacré. Je t'ai pas oublié. Voilà, je t'ai confondu encore. À très bientôt. On va se retrouver prochainement pour notre numéro. À très bientôt. Bye bye.